Son Excellence, Monsieur le professeur Moustapha Alfei, directeur de la Bibliothèque d'Alexandrina, Son Excellence, Madame Jenena Herrera, consul général de France à Alexandrie, Monsieur le professeur Thierry Verdel, recteur de l'Université Senghor, Mesdames et Messieurs membres du corps diplomatique, honorables invités, chers collègues et amis, Mesdames et Messieurs. C'est un grand honneur et une immense joie pour la Bibliothèque d'Alexandrie et l'Université Senghor de vous accueillir ce soir pour assister à la séance inaugurale du colloque international de la pierre au papier, du papier au numérique. Quel moyen de sauvegarde du patrimoine? Certes, c'est un sujet de grande actualité, car une société sans mémoire est incontestablement une société sans présent ni futur. Quelques décennies déjà, la notion de patrimoine culturel pouvait paraître au grand public comme dépassée, vieillotte, désuète. À l'heure actuelle, grâce à la révolution impressionnante de la technologie digitale, le patrimoine culturel acquiert au fil des jours des dimensions inimaginables, qui lui insufflent constamment une vigueur nouvelle, une jeunesse intemporelle et surtout une vie éternelle face aux catastrophes naturelles ainsi que la violence aveugle qui dévaste le monde de nos jours, notamment notre région, exposant la richesse de notre patrimoine arabo-africain à des menaces périlleuses de destruction et de pillage. Il est évident que notre coin du monde abrite une sorte de musée ouvert où se sont accumulés au cours de l'histoire tant de merveilles du passé. Sites historiques, monuments, objets précieux, ouvrages antiques, manuscrits anciens, de rares collections, et la liste est bien longue. De ce fait, la technologie de numérisation a lancé une ère nouvelle pour la sauvegarde du patrimoine qui assure la conservation de ses richesses et la dissémination de l'information relative à ces différentes perspectives, non exclusives aux chercheurs, mais s'adressant également au grand public. Ainsi, je suis toute confiante que l'exposé que nous présentera tout à l'heure Madame Bénédictine Savoie, professeure de l'histoire de l'art au Collège de France, va illuminer notre soirée de réalités nouvelles et d'idées innovantes portant sur la conservation du patrimoine grâce à la magie de cette technologie digitale en perpétuelle évolution, tout en mettant l'accent sur les défis majeurs qui affrontent ce domaine, autant pour nous que pour les générations futures. On peut se poser la question, où se situe alors l'Alexandrine à l'égard de cette magnifique symbiose entre le passé et le futur, le souvenir et l'avenir? En effet, dès l'inauguration de la bibliothèque en novembre 2002, elle révéla une conscience profonde de l'immensité que pourrait offrir la technologie digitale à la dissémination universelle de la connaissance et la conservation du patrimoine. Ainsi, elle tenait à s'assumer au fil des jours en tant que membre actif parmi les institutions phares dans le monde du numérique. Dès sa naissance, la Bibliothèque d'Alexandrie prit l'initiative de créer l'Institut des sciences de l'informatique, qu'on appelle dans notre jargon quotidien le IT, dans l'objectif de maximaliser la créativité et promouvoir l'innovation dans le domaine du numérique. Dans cette perspective, la numérisation du patrimoine culturel tangible et intangible, autant sur le plan national que régional, voire universel, devient une des activités les plus dynamiques de la bibliothèque. Avec le temps, se sont multipliés au sein de la bibliothèque les centres de recherche ayant recours à la technologie digitale pour la conservation du patrimoine, chacun dans la sphère de sa compétence, comme AlexMet, Alexandrie Méditerranée, Centre du patrimoine, Musée du patrimoine, ainsi que l'Institut CalcNet Culture et Nature. Grâce aux efforts considérables de nos experts, en peu d'années, on réussit à numériser un nombre bien important d'ouvrages appartenant à notre patrimoine, dont la description de l'Égypte. Nous considérons la description de l'Égypte une partie intégrante de notre patrimoine. Bon. Description de l'Égypte, l'œuvre colossale des savants de Napoléon, de même a été numérisée la collection magnifique de l'art arabe de Prise d'Aven, orientaliste et égyptologue français. Nous verrons ensemble tout à l'heure un court-métrage qui porte sur l'opération de numérisation de cette beauté inédite. De plus, figure actuellement sur le site web de la Bibliothèque d'Alexandrie la mémoire du canal de Suez, avec son archive gigantesque, documents, manuscrits, peintures et lithographies offerts par l'Association des Amis de Ferdinand de Lesseps. Également,
notre IT a aidé l'Institut du monde arabe à Paris à numériser 1600 ouvrages de son patrimoine, dont la plupart remontent au XVIIIe siècle. Il m'est difficile de fermer cette grande parenthèse égypto-française sans mentionner l'accord conclu le 28 janvier dernier entre l'Alexandrine et le CNRS pour la mise en place d'une bibliothèque numérique intelligente à partir de 4000 ouvrages collectés au CEDEJ du Caire libres de droits d'auteur. En guise de conclusion, je souhaite à ce colloque une réussite retentissante, vu l'importance des enjeux relatifs à ce sujet et qui exigent de frayer de nouvelles pistes de réflexion, accompagnées d'une série de propositions innovantes en vue de contrer les défis qui risquent d'entraver la dynamique propre acquise par la technologie digitale dans le domaine de la conservation évolutive du patrimoine culturel universel. Je souhaite aussi que les exposés qui seront présentés au colloque demain et après-demain par nos jeunes collègues, Dr. Aza Izzet, sur les musées virtuels, ainsi que Dr. Ahmad Mansour sur la revitalisation des langues anciennes, seront dignes de votre appréciation et estime. Merci de votre écoute. Permettez-moi d'appeler au podium Monsieur le professeur Moustapha Al-Fiqi, le directeur de la bibliothèque d'Alexandrie et le grand penseur égyptien. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الوزير يسر الجمل وزير التعليم الأسبق، معالي الأستاذة الدكتورة هند حنفي رئيسة جامعة اسكندرية الأسبق، السادة الضيوف خصوصا السيد رئيس جامعة سنغور والأصدقاء الأعزاء القادمين من فرنسا، وأيضا الصديق العزيز العالم شريف دلاور، أحييكم جميعا تحية كلها احترام ومحبة، والمكتبة سعيدة في هذا اليوم أن تستقبل هذه المجموعة في موضوع يتصل بقضايا التراث. وأنتم تعلمون ضمن ما تعلمون أن القضية الأساسية اللي تحكم عمل مكتبة الإسكندرية هي يمكن تلخيصها في موضوعين أساسيين هما التراث والإبداع. بمعنى أن مهمتنا هي الحفاظ على التراث وتقديمه للأجيال الجديدة بشكل يتناسب مع ثقافتها ومع روح العصر الذي تعيش فيه. ولذلك لا يتوهم أحد على الإطلاق أنه مهمة المكتبة هي أنها حاوية للكتب. لا، المكتبة حافظة للتراث، ولذلك عندنا مركز المحافظة الحفاظ على التراث الحضاري في القاهرة، مركز كبير جدا اسمه الكالتنت في القرية الذكية. عندنا هنا أكثر من مركز للمحافظة على التراث، سواء البحر المتوسطي أو التراث المصري الفرعوني أو كل أشكال الميراث المتراكم لهذا البلد العريق. لأن قضية مصر التاريخية لمن لا يعلم أنها بلد تراث، هي أغنى بلاد العالم بالتراث. فإذا اقترن التراث بالإبداع كان دور المكتبة متألقا مزدهرا كما نريده. وأنا سعيد بالمشاركة مع جامعة سنغور، وأنا شخصيا حضرت يوم افتتاحها. طبعا قصة الأسانسير مشهورة يوميها لما ركب الرئيس مبارك ومعاه الرئيس الراحل ليوبولد سنغور، وكان ساعتها 84 سنة، كان كبير، وفرانسوا ميتران رئيس فرنسا وعدد من الناس. ولحسن الحظ جم لغاية عندي وقالوا خلاص العدد، فما ركبتش في الأسانسير، وتعطل الأسانسير لمدة 20 دقيقة بهذا الكم من الشخصيات الكبيرة والهامة. متران كان تنفسه بدأ يتعب، وليوبولد سنغور والرئيس بدأ يتنرفز ويزعل رئيس الديوان اللي هو قال كفاية كده فما دخلنيش، لكن برضه ربنا له حكمة. لكن افتتحت سنغور كما تعلمون، وأصبحت أحد المراكز الهامة في الدراسات الفرنكوفونية، ولهذا تسعى مكتبة الإسكندرية دائما إلى التعاون معها في كل المجالات. اسمحوا لي أن أنا أرحب بكم جميعا وأحييكم جميعا في هذه المناسبة، وأتمنى أن تكون لقاءاتنا في مختلف المناسبات مرتبطة بقضايا التراث والإبداع
أو هما معا وليس أحدهما وحده. شكرا لكم وأطيب التمنيات. Bonsoir tout le monde. Permettez-moi de vous présenter le professeur Thierry Verdel, recteur de l'université Senghor, pour une allocution de bienvenue de la part de son université. Merci monsieur le directeur, madame l'ambassadeur, pardon, de nous accueillir dans cet endroit toujours un peu magique. Il y a toujours une certaine émotion à s'exprimer ici. Je ne vais pas faire semblant d'être un spécialiste du sujet, bien que j'ai eu à étudier dans ma jeunesse professionnelle un certain nombre de monuments historiques en Égypte, puisque j'ai eu la chance de travailler sur les colosses de Memnon, sur une partie du temple de Karnak, le Sérapéum de Saqqara, dans le cadre de mes activités de recherche à l'époque dans ma thèse. Mais tout ça est un lointain passé, et j'espère que ce colloque sera l'occasion de réactualiser un petit peu mes connaissances dans ce sujet. Donc, je vais plutôt m'appuyer sur une phrase que je trouve très jolie, qui je crois est de Julien Green, qui disait « Les pierres sont de grandes bavardes qu'on a muselées ». Les pierres sont de grandes bavardes qu'on a muselées. D'ailleurs, en français, c'est une très très belle phrase en français. Ça montre aussi toute la richesse de la langue française que de le dire ainsi. Alors en effet, qu'en serait-il de l'Égypte si les pierres de ces temples antiques n'étaient pas parvenues jusqu'à nous pour que Champollion, quelques milliers d'années après leur édification, puisse les faire parler ? Qu'en serait-il de l'Égypte si tous les papyrus que l'on connaît aujourd'hui n'avaient pas été conservés et puissent nous raconter cette formidable histoire des pharaons de près de 3 millénaires? Et inversement, que serait Alexandrie, malgré sa belle bibliothèque d'aujourd'hui, si sa bibliothèque antique avait subsisté jusqu'à aujourd'hui? Bref, qu'en serait-il de notre monde si tous les livres et toutes les pierres du monde avaient disparu, emportés par le pillage, la destruction ou la dégradation? Un monde sans racines, sans mémoire, vous l'avez dit, sans histoire, en somme. De la pierre au papier, du papier au numérique, c'est toute une histoire que nous pouvons maintenant raconter à nos enfants. Une histoire de conquête pour le pouvoir, une histoire de rivalité et de guerre, une histoire de destruction et de reconstruction, une histoire de réconciliation, mais aussi des histoires d'amour, des histoires de haine, des histoires de la vie de tous les jours. Une histoire et des histoires qui nous enracinent, qui nous font rêver et nous permettent d'imaginer, de construire tant bien que mal un monde meilleur. Et c'est bien l'objet de ce colloque, que d'échanger sur les moyens et les méthodes de nous permettre de continuer à raconter cette histoire et ces histoires à nos enfants et aux enfants de nos enfants, en espérant qu'ils le feront à leur tour et que l'humanité en tire toutes les leçons que nos parents et les parents de nos parents n'ont pas toujours su tirer. Alors je souhaite à tous les participants une excellente manifestation que nous aurons bien sûr le grand plaisir d'accueillir à l'Université Senghor. Je voudrais remercier plus particulièrement nos illustres invités qui ont bien voulu accepter de partager leur regard et leur connaissance sur ces questions de sauvegarde et de conservation de notre mémoire commune, en particulier Madame Savoie, qui va s'exprimer dans quelques instants. Vraiment, merci de votre venue, de votre participation. Monsieur Bellaval, qui sera parmi nous demain, le président du Centre des Monuments Nationaux en France. Remercier bien sûr les partenaires de cette manifestation, notamment la Fondation Gandour pour l'art, qui nous a considérablement aidés, l'AUF, l'IFAO et puis le CEA Alex également. Je voudrais remercier aussi les membres du comité scientifique qui ont évalué la trentaine de communications qui seront présentées dans les jours suivants. Et remercier enfin tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cette manifestation, les étudiants du département culture, de l'Université Senghor, le personnel de toute l'université, notamment Rania, Radoua, Suzanne, Itiel et tout le service intérieur de l'université, ainsi que bien entendu Jean-François, notre directeur de département culture, qui travaille sur cette manifestation depuis près d'1 an. Merci vraiment Jean-François. Donc je vous souhaite tous une excellente soirée et puis une bonne semaine en notre compagnie. Merci. Et maintenant, j'appelle M. Laurent Bavet, directeur de l'Institut français d'archéologie orientale. Excellence, Madame la Consul, Monsieur le directeur de la Bibliothéca Alexandrina, Monsieur le recteur de l'université, chers et chers collègues, Mesdames, Messieurs, créé en 1880 par décret du gouvernement Jules Ferry, l'Institut français d'archéologie orientale occupe depuis près d'1 siècle et demi une place importante dans l'étude et la préservation du patrimoine égyptien.
La création de cette école du Caire, sur le modèle des écoles françaises d'Athènes et de Rome, s'inscrit dans l'histoire, alors déjà longue, d'une relation singulière entre la France et l'Égypte, une relation indissociable du patrimoine. L'échec militaire de la campagne d'Égypte se dérobe devant les travaux de la Commission des arts et des sciences, la fondation de l'Institut d'Égypte, le monument éditorial qu'est la description de l'Égypte. Les travaux de Champollion marquent l'acte de naissance d'une nouvelle science, l'égyptologie. Au cours de son unique voyage en Égypte, Champollion témoigne d'une préoccupation précoce pour la sauvegarde du patrimoine. L'intérêt de la science exige non que les fouilles soient interrompues, dit-il, mais qu'on soumette les fouilleurs à un règlement tel que la conservation des tombeaux découverts aujourd'hui et à l'avenir soit pleinement assurée et bien garantie contre les atteintes de l'ignorance et d'une aveugle cupidité, écrit-il en novembre 1829 dans une note adressée au vice-roi Mohamed Ali. Même si lui-même emmènera à Paris des reliefs découpés dans la tombe du pharaon Amenhotep III. Les héros ne sont pas irréprochables. La création du service de conservation des antiquités en 1858 par le wali Saïd Pacha vient concrétiser cette ambition, indissociable de la figure de Mariette Pacha qui dirigea le service et le musée de Boulak créé dans la foulée jusqu'à sa disparition en janvier 1881. Alors tandis que le service des antiquités assure depuis la protection et la gestion des sites archéologiques et supervise les travaux de fouilles qui se multiplient à travers le pays, l'école du Caire, rebaptisée Institut français d'archéologie orientale, reçoit pour mission la documentation et la publication des monuments de la vallée du Nil. La protection et la sauvegarde du patrimoine passent par sa connaissance. Et l'IFAO devient rapidement l'un des principaux artisans de ce travail. Dès avant la fin du XIXe siècle, l'IFAO s'engage dans une vaste entreprise d'édition des principaux temples gréco-romains, Edfou, Dendera, puis Esna, Komombo et d'autres, des temples et des tombes à travers le pays. À l'initiative du directeur, Émile Chassina, l'Institut se dote dès 1898 de sa propre imprimerie et crée une fonte de caractères hiéroglyphiques, l'une des premières, si pas la première, qui lui permet de reproduire les textes qui couvrent ces monuments. Les volumes publiés par l'IFAO, édition Princeps de ces monuments, restent aujourd'hui une référence pour les chercheurs. Sur le terrain, les fouilles archéologiques menées par les équipes internationales renouvellent nos connaissances et assurent l'enregistrement et la sauvegarde des données sur des sites de plus en plus menacés par le développement économique et par une croissance démographique exponentielle. Cela jusque dans les déserts, où des sites jusqu'ici préservés sont aujourd'hui menacés ou détruits par la reprise des prospections minières à grande échelle, comme c'est le cas dans le désert oriental. Le travail entrepris depuis presque un siècle et demi prend aujourd'hui un caractère d'urgence et nous oblige à revoir nos priorités. La création du Centre d'études Alexandrine au début des années 1990 répondait déjà à cette urgence et chacun sait l'importance des travaux menés sur les vestiges du phare au pied du fort de Qaït-Bey et dans d'autres endroits de la ville. Au cours de son histoire, l'IFAO a travaillé sur une centaine de sites archéologiques en Égypte. Aujourd'hui, près de 40 missions françaises sont actives sur le territoire égyptien. Les méthodes ont suivi, dans une certaine mesure au moins, l'évolution de l'archéologie, et les techniques aujourd'hui disponibles permettent de réaliser un enregistrement toujours plus complet et plus précis de ce patrimoine. Alors si certains outils ne sont pas accessibles en Égypte, je pense au LIDAR par exemple, le développement de la photogrammétrie, du laser, offre aujourd'hui la possibilité de réaliser en routine des modèles 3D extrêmement précis. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, tels que les systèmes d'information géographique de ces nouvelles techniques au service du patrimoine et de l'archéologie. La question se pose donc de la sauvegarde et de la diffusion de ces données de plus en plus nombreuses et volumineuses au bénéfice de la communauté scientifique comme du grand public. Le numérique offre bien sûr la solution et la loi pour une république numérique promulguée en 2016
impose désormais aux acteurs publics français de mettre à disposition en libre accès les données de la recherche et les publications qui en sont issues. De grandes infrastructures ont été mises en place en France, à l'exemple d'Humanum, pour assister cette mission. Néanmoins, ce passage est pour un établissement comme l'IFAO à la fois un enjeu et un défi majeur. Après être passé depuis une décennie maintenant à l'impression numérique, notre imprimerie s'est résolument engagée dans l'édition d'ouvrages numériques. Nos principales revues, le bulletin de l'IFAO, les annales islamologiques, le Midéo, sont désormais disponibles librement sur la plateforme Open Edition. Mais ce n'est pas sans difficulté. L'insertion des différents systèmes d'écriture anciens, à commencer bien sûr par les hiéroglyphes, pose des problèmes que les techniciens n'ont pas encore totalement résolus. Les monographies égyptologiques ou archéologiques, la publication de monuments pose d'autres questions qui sont liées essentiellement à la particularité des données présentées. Il est évident que le numérique, et je n'entends pas ici de simple PDF d'un ouvrage classique, le numérique donc ouvre des possibilités nouvelles, par exemple pour l'édition de corpus ou d'une iconographie qui n'est plus limitée par les coûts d'impression. Mais à ce jour, il faut bien admettre et reconnaître que les exemples de publications archéologiques entièrement numériques et qui proposent des solutions innovantes se comptent encore sur les doigts d'une main. À tout le moins, les solutions techniques ne se sont pas encore imposées et la pérennité de ces publications n'est pas le moindre des problèmes. Quelle institution aujourd'hui s'est engagée dans le tout numérique ? Les archives de l'IFAO conservent des fonds exceptionnels qui gardent la mémoire d'un siècle de recherche française en Égypte. Quelques 2 200 000 photographies sur tout support ont déjà été numérisées. Le renseignement des métadonnées, qui doivent les rendre exploitables, est en revanche un travail long et parfois difficile. Comment rendre accessibles ces richesses, dont je donne ici évidemment que quelques exemples ? Parmi les initiatives, l'IFAO s'est engagé avec l'Institut dominicain d'études orientales, avec le Centre d'études alexandrines pour l'Égypte, dans le projet Bibliothèque d'Orient, porté par la Bibliothèque nationale de France. Ce portail, ouvert depuis 1 an maintenant, offre une visibilité tout à fait unique à nos fonds précieux de la bibliothèque et des archives. Il a aussi été l'occasion d'entreprendre la numérisation des publications épuisées de l'IFAO et de les mettre à la disposition de la communauté. Plusieurs intervenants des journées à venir présenteront ce projet remarquable et à maints égards pilote dans le domaine. Les ressources en ligne se multiplient, mais elles exigent des évolutions constantes, qui ne sont pas toujours aisées à mettre en œuvre dans le cadre d'établissements de taille limitée, et il nous faut nous inscrire dans des initiatives nationales, voire internationales. Les écoles françaises à l'étranger, qui regroupent l'IFAO, l'école française d'Athènes et de Rome, mais aussi l'école française d'Extrême-Orient et la Casa de Velázquez à Madrid, se sont emparées de ces enjeux pour les relever ensemble et ont inscrit la transition numérique comme un objectif commun pour les 5 années à venir. Le mouvement est lancé et on ne reviendra certainement pas en arrière. Mais nous sommes aujourd'hui au milieu du gué et beaucoup de questions restent posées. C'est pourquoi l'IFAO souhaitait s'associer à ces rencontres et attend beaucoup de ces échanges durant les journées à venir. Je les souhaite les plus fructueux et les plus fertiles possibles et je voudrais remercier les organisateurs de ces journées pour le travail qui a été réalisé et d'avoir associé l'IFAO. Je vous remercie pour votre attention. Je vous invite à visionner un document de 3 minutes intitulé L'art arabe. L'art arabe est un ouvrage de 4 volumes compilé par l'orientaliste français Prise d'Aven en 1877. Il est composé de 3 volumes de planches et d'un volume de texte décrivant en détail les planches des 3 premiers. Welcome to L'Art Arabe, your digital walkthrough in the ancient Islamic monuments of Egypt. L'Art Arabe is a 4-volume book compiled by the French Orientalist Prise d'Aven in 1877. It consists of 3 plate volumes and 1 text volume, providing complete descriptions of the plates in the book.
It is one of the most important books featuring the influential Arabic character of Egypt through a collection of architectural and ornamental details such as plans, sections, elevations, and stereoscopic pictures, together with Davan's enormous collection of drawings and notes. Bibliotheca Alexandrina preserved this valuable collection digitally, reproducing this masterpiece in an easy-to-use web version with enhanced functionalities. You can flip through the pages, enlarge images to capture their details in high resolution. Link between the image in the plate volume and its corresponding thorough description in the text volume. Bookmark specific plates, save your favorites, or share them with friends. That is in addition to the full text search facility, retrieving results from the text and plate volumes of the book. An overwhelming experience is just a click away. Mesdames et messieurs, on commence maintenant la conférence inaugurale animée par Madame Bénédicte de Savoie, professeure d'histoire de l'art au Collège de France. Madame l'ambassadeur, Madame la consul, Monsieur le directeur de la bibliothèque, Monsieur le recteur de l'université Senghor, Mesdames et Messieurs, chers étudiants, je crois, en pénétrant dans cet espace, j'ai eu peur d'être transformée moi-même en pierre et de ne pas être capable de prononcer cette conférence ce soir, puisqu'un lieu d'un tel prestige mondial est quelque chose pour une lectrice comme moi qui ai passé beaucoup de temps dans des bibliothèques dans toute l'Europe et en particulier à Berlin où j'habite. Ce n'est pas n'importe quoi, c'est un lieu sacré, c'est comme une église et je suis très touchée d'avoir le privilège de m'exprimer aujourd'hui ici. La question du numérique est une question qui a un autre pôle, celle de l'original, de l'œuvre originale avec son aura, son unicité, le fait qu'on peut certes la reproduire, mais qu'on veut parfois aussi la voir. C'est la grande différence entre les livres, dont souvent il existe plusieurs exemplaires, et les œuvres d'art dans les musées, dont souvent il n'existe qu'un exemplaire, et qui font l'objet d'enjeux, d'appropriation. On prend un objet, un seul, ou de désir de reprise qui occupe notre humanité depuis l'Antiquité, comme vous le savez tous. Je vais commencer par 3 extraits de films qui vous montrent combien, à l'époque actuelle, le sujet qui nous occupe, le rapport entre le numérique et l'original, ou même seulement l'original, sont des sujets qui dépassent amplement le cadre des experts que nous sommes, mais est arrivé dans la pop culture. Je commence par un extrait de film de Jackie Chan, un film de 2012. All those years ago, because of war, my ancestors brought back things that did not belong to them. And every time I look at that bronze, it shouldn't belong to 1 or 2 individuals. On est ici à l'opposé du savoir partagé, on est ici dans une logique de reprise d'un objet ou de quelques objets saisis historiquement. La base de ce film est historique, lors du pillage du palais d'été en 1860 et 1861 par les troupes françaises et les troupes britanniques, que dans cette fiction, Jackie Chan, pas avec son intelligence et sa culture, mais avec sa force, avec ses muscles, va aller reprendre à Paris et rapporter chez lui en Chine.
l'idée ici qu'il faut avoir l'original et non pas une copie et non pas une reproduction est centrale dans le film. Et ce type de films qui peut-être sont connus en Égypte, qui en tout cas sont assez peu connus en Europe, pour ma part il a fallu que je travaille dessus pour les découvrir, sont de plus en plus nombreux ces dernières années. Je vous montre 2 ou 3 autres exemples. Le prochain est de 2014, celui-ci était de 2012 et le film s'appelle China's Zodiac, le Zodiac chinois. Le prochain film est de 2014 et concerne les frises du Parthénon, dont vous savez qu'elles ont été transportées au début du 19e siècle d'Athènes à Londres. Le film s'appelle Promachos et il met en scène un jeune juriste qui va tenter, avec son intelligence de juriste, de récupérer ces frises à Londres. Le film commence à Athènes. So, is it good? I think we have something. With these 3 documents, we can prove the Parthenon marbles were stolen and illegally traded artifacts, and currently remain as falsely possessed property within the British Museum. Vous voyez ici l'acteur qui joue le directeur du British Museum, à qui le juriste va demander est-ce qu'on peut récupérer les marbres, et la réponse dans la scène d'après va être no. Ils appartiennent à Londres et ils y appartiendront toujours, et ils ont toujours appartenu à Londres, est la réponse de ce directeur. 3e exemple, et on arrive maintenant sur le continent africain. 3e exemple, également de 2014, un film nigérian de Lancelot Oduwa Imahussein qui s'intitule Invasion 1897 et qui revient sur ce qu'on appelle l'expédition punitive contre Benin City en 1897 par les troupes britanniques, à l'occasion desquelles, comme vous le savez, les soldats britanniques ont rapporté des œuvres extrêmement prestigieuses du Bénin qu'on appelle les bronzes du Bénin, pour faire simplement. Une scène de ce film. The artwork is mine. It belongs to my people. Benin in 1897. Là encore, un film qu'en France ou qu'en Allemagne où je vis, personne n'a vu, dont personne n'a entendu parler, mais qui a eu un certain succès sur le continent africain, qui montre comment ces questions donc, de la présence hors de son propre territoire d'œuvres d'art qui y avaient appartenu et qui sont sorties dans des moments de grande violence, dans des moments militaires, combien cette question est centrale. Donc vous voyez, on est bien à l'opposé, tout à fait à l'opposé des questions numériques, mais vous allez voir ensuite comment les choses se nouent. Et puis le dernier film qui fait de cette question de l'objet unique qu'on veut récupérer, le dernier film le plus récent et sans doute le plus impressionnant et que peut-être vous avez vu, est Black Panther, avec cette scène centrale du film qui se passe dans un musée britannique fictif. En réalité, ça a été filmé, je crois, au Canada, où on voit dans cette scène un jeune africain-américain, donc de la diaspora, très cool, avec, vous allez voir, ses dreadlocks, ses streetwear comme ça, qui vient visiter un musée. Bien sûr, les gardiens le regardent d'un air bizarre, puisque un Africain dans un musée britannique, c'est potentiellement dangereux. C'est en tout cas ce que suggère la scène. Et il va y avoir un dialogue avec la conservatrice du musée, que je vous laisse écouter. Good morning. How can I help you? I'm just checking out these artifacts. They tell me you're the expert. You could say that. They're beautiful. Where is this one from? The Bobo Ashanti tribe, present-day Ghana, 19th century. For real? And what about this one? One's from the Edo people of Benin, 16th century. Now, tell me about this one. Also from Benin, 7th century, Fula tribe, I believe. Nah. I beg your pardon. It was taken by British soldiers in Benin, but it's from Wakanda, and it's made out of vibranium. Don't trip. I'm gonna take it off your hands for you. These items aren't for sale. Voilà, ce dialogue qui est
extrêmement intéressant, on pourrait le commenter pendant très longtemps, qui met quelqu'un qui croit avoir le savoir sur ses collections face à quelqu'un qui a un autre savoir sur ses collections. Et son savoir, c'est un savoir d'énergie, en quelque sorte. Il explique que cet objet est fait en vibranium et que c'est avec ça qu'on peut reconstruire l'avenir de l'humanité, en quelque sorte. Et dans la scène qui suit, cette pauvre jeune femme va tomber évanouie puisqu'elle a été empoisonnée. Vous avez vu qu'il y avait quelque chose de bizarre dans son café. Et ces bandits vont voler le vibranium. Voilà. On a 3 ou 4 extraits de films où on voit en quelque sorte des populations, des individus, donc dans le premier cas un sportif, dans d'autres cas des étudiants, ici un jeune africain-américain, qui vont reprendre dans des musées des pièces qu'ils considèrent comme appartenir à leur patrimoine et qui vont les reprendre par la force. Alors, on est tout à fait loin des questions qui semblent nous occuper, mais vous verrez le lien. Et j'ai voulu articuler mon exposé, qui sera rapide, en 3 tiroirs qui font à peu près 10 minutes chacun. Le premier s'appelle « Histoire de chiffres », le second « Les gestes de l'appropriation », le troisième « Et maintenant ?» point d'interrogation. Et je voudrais commencer par un tout premier point que j'ai intitulé « D'où parles-tu ?», qui va essayer de vous expliquer de quelle position je parle pour évoquer ces questions-là dans le cadre qui nous réunit. C'est-à-dire que je vais parler maintenant de l'Afrique, des objets qui viennent d'Afrique au sud du Sahara, d'une part, et ça tombe bien puisque l'Égypte a pris la tête de l'Union africaine, donc on n'est pas complètement loin du sujet. Et puis d'autre part, je vais parler de questions qui paraissent éloignées de la numérisation et de la dissémination d'objets par leur présence virtuelle, mais d'objets bien réels. D'où parles-tu ? Peut-être que vous vous souvenez d'une très belle interview de Michel Foucault, qui était professeur de philosophie au Collège de France, qui, au milieu des années 75, s'énerve beaucoup. Et auprès d'un journaliste, il explique « Quand je suis rentré de Tunisie à l'hiver 68-69, à l'université de Vincennes, il était difficile de dire quoi que ce soit sans que quelqu'un vous demande d'où tu parles. Cette question me mettait toujours dans un grand abattement. Ça me paraissait une question policière, au fond. Sous l'apparence d'une question théorique et politique, d'où parles-tu ? En fait, on me posait une question d'identité. Au fond, qui es-tu ? Dis-nous si tu es idéaliste ou matérialiste. Dis-nous si tu es prof ou militant. Et cette question posée à un intellectuel, à un historien, d'où parles-tu, me paraît très importante. Et je fais toujours l'effort, pour moi, d'y répondre quand je suis face à un public que je ne connais pas. Donc, d'où vous parlez, d'où je parle. J'ai travaillé pendant de très nombreuses années sur les années 1800, donc les années napoléoniennes, qui ont un lien direct avec cette ville, pour m'occuper des spoliations d'œuvres d'art que Napoléon et la Révolution française avant lui avaient pratiquées dans toute l'Europe et en particulier en Allemagne, et des discussions. Vous voyez ici quelques-uns des acteurs de cette époque. Goethe, l'Allemand, en haut à gauche. Dominique Vivant-Denon, le directeur du musée Napoléon, en bas à droite. Stendhal, en bas à gauche, l'écrivain qui était très mêlé à ses affaires. Au premier rang, au milieu, Jacob Grimm, l'un des 2 frères Grimm, qui tous, autour de 1800, se sont mêlés de cette grande discussion sur les restitutions. Et en tout cas, ce sujet m'a amené à travailler sur la question des émotions liées au patrimoine, à leur présence quand il est quelque part, aux germinations qu'il suscite, mais aussi à leur absence quand il repart. Vous voyez ici une gravure qui représente, comme le titre l'indique, l'artiste français pleurant les chances de la guerre. Et vous voyez donc ce pauvre artiste français devant le Louvre en 1815, pleure parce que derrière lui sont en train de repartir à Rome les trésors du pape que la France avait emportés à Paris. Le groupe du Laocoon, l'Apollon du Belvédère repartent à Rome. Donc d'un côté, je me suis intéressée dans ma carrière d'historienne aux questions de la tristesse quand quelque chose part, quand quelque chose est absent, mais en même temps à la joie que peut procurer le retour d'une œuvre dans son pays d'origine. Et ici, vous voyez le pape, ici, en train d'accueillir le retour du groupe du Laocoon et la transfiguration de Raphaël en 1815, par exemple. C'est de là d'où je viens, en quelque sorte, de ces années, du début des années 1800. Et à partir de ces travaux-là, à Berlin, où j'enseigne également, j'ai monté un groupe de recherche qui s'appelle Translocation et qui s'intéresse à la question des déplacements d'œuvres d'art depuis l'Antiquité. Alors, évidemment, les images qui ont montré ces déplacements, vous avez ici un exemple qui relève de l'Égypte, avec le déplacement d'un buste monumental qui va être emporté à Londres. Nous nous intéressons à des textes qui parlent de ces déplacements d'œuvres d'art, de ces translocations. Nous nous intéressons aux mots pour
pour le dire, est-ce qu'on parle de conquête artistique, de spoliation, de retour, de reprise, de reconquête? Et nous fabriquons des cartes sur les grands déplacements de patrimoine depuis l'Antiquité, en général en situation de guerre ou d'asymétrie économique ou politique. Et tout récemment, l'année dernière, Emmanuel Macron m'a confié à moi et à mon collègue sénégalais, professeur d'économie à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, que vous voyez sur la gauche de la photo, nous a confié une mission, puisqu'il avait annoncé, peut-être que vous vous en souvenez, à la fin du mois de novembre 2017 à l'université, dans un amphithéâtre de l'université d'Ouagadougou, qu'il souhaitait que le patrimoine africain soit restitué à l'Afrique, qu'il soit visible certes à Dakar, à Paris, à Londres, etc., mais qu'il fallait qu'il soit aussi visible à Dakar, à Lagos et dans d'autres villes africaines. Et ce moment-là, ce moment où Emmanuel Macron a annoncé qu'il allait restituer, qu'il voulait restituer, il dit « je veux », qu'il voulait restituer le patrimoine africain, a été un moment extrêmement frappant pour tous ceux, pour les experts en tout cas, pour tous ceux qui s'occupent de ces questions, puisque la position de la France depuis toujours était celle de l'inaliénabilité, de dire qu'un objet, une fois qu'il est arrivé dans un musée, ne peut plus en ressortir, comme un terminus de gare. On arrive et on n'en ressort pas. Et ici, le président de la République française, peut-être parce qu'il est très jeune, peut-être parce qu'il était complètement fou ce jour-là, personne ne sait quelle mouche l'a piqué, en tout cas a annoncé devant 800 personnes qu'il voulait faire ça. Et après l'avoir annoncé, il a eu l'idée qu'il fallait peut-être aussi s'y tenir, que ce ne soit pas une promesse lancée en l'air, d'autant qu'elle avait été filmée et répercutée par les médias sociaux. Et il nous a donc confié à Felwine Sarr et à moi la mission de réfléchir non pas à la question de est-ce que les restitutions sont une bonne chose, il l'avait décidé, mais de répondre à la question comment on fait maintenant, comment on peut opérer des restitutions. Et c'est là qu'on arrive à la question du numérique. Alors j'y suis arrivée par un grand détour, mais pour répondre à cette question, nous avons travaillé, Felwine Sarr et moi, pendant 8 mois, en allant d'abord sur le continent, pas d'abord, mais en allant sur le continent africain à la rencontre d'environ 150 collègues avec lesquels nous avons échangé dans 4 pays d'Afrique au sud du Sahara, le Bénin, le Mali, le Cameroun, et puis nous sommes allés 2 fois au Sénégal, d'une part, et d'autre part, nous avons fait un important travail justement sur les bases de données, notamment du musée du Quai Branly. Vous voyez ici la page d'accueil des collections électroniques, numériques du musée du Quai Branly, où si vous cliquez, et je reviendrai tout à l'heure là-dessus, mais si vous cliquez sur les chiffres, ces chiffres correspondent au nombre d'objets présents dans les collections parisiennes, et quand vous cliquez, vous tombez donc sur l'ensemble des objets qui sont numérisés avec leur lieu d'origine, la date à laquelle ils ont été rapportés à Paris et la personne qui les a donnés. Et grâce à ce travail sur ces inventaires numériques excellents, et on peut dire là que la France, même si à terme ces inventaires mènent à une restitution, mais on peut dire qu'en comparaison notamment avec les inventaires numériques qui existent en Allemagne, que je connais très bien, qui n'existent pas d'ailleurs, il n'y en a pas, on peut dire que là la France a vraiment fait un travail depuis une dizaine d'années remarquable d'inventaire et donc de transparence sur ces collections. On peut penser ce qu'on veut de la manière dont la France, sinon, résiste aux demandes de restitution, mais en tout cas, la transparence, pour ce qui est de ces collections-là, est réelle. Donc j'ai acquis, avec Felwine Sarr, au cours de l'année 2018, une compétence sur l'histoire des collections africaines en France, qui n'était pas mon domaine d'origine. J'en arrive au premier tiroir, histoire de chiffres. Quand on écoute les collègues, souvent on entend dire « Oh oui, mais non, les collections africaines du sud du Sahara, elles sont arrivées il y a très longtemps en France, par exemple au XVIIIe siècle, il y en avait déjà, etc. » Et on l'entend en France, mais on l'entend encore plus en Allemagne. Les Allemands, il y a encore quelques mois ou quelques années, n'aimaient pas du tout entendre quand, effectivement, ces œuvres étaient arrivées. Alors, en effet, avant le XIXe siècle, certains objets extra-européens, comme on dit, sont présents dans les collections européennes, mais il s'agit principalement d'objets venus du Pacifique, notamment des voyages de Cook qu'on trouve dans les collections de Londres, dans les collections allemandes, aussi dans certaines collections françaises, à Vienne, etc. Ou alors, il s'agit, comme ce personnage qui a un costume de chaman qui vient de Sibérie, d'objets extra-européens arrivés par des expéditions russes dans les collections européenne. Là, on est au XVIIIe
au XVIIIe siècle, avant le XIXe siècle. Vous remarquez que je mets entre parenthèses les collections égyptiennes, c'est un autre sujet, c'est un sujet immense pour lequel il faudrait parler pendant des semaines, mais j'en viens donc aux collections de l'Afrique au sud du Sahara, qui se constituent en fait en Europe très clairement après la conférence de Berlin, cette conférence de 1884-1885, à l'occasion de laquelle, à Berlin, les puissances européennes décident de se partager l'Afrique. Vous voyez sur cette caricature Bismarck, le chancelier allemand, en train de partager l'Afrique comme un gâteau. C'est une caricature de cette époque, des années 1884-85, parue dans un journal français. À partir de ce moment-là, comme vous le savez tous, la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne notamment déploient leurs empires dans le monde. Si vous voyez cette carte du domaine colonial de la France, elle occupe donc la partie occidentale notamment de l'Afrique. Vous avez le domaine colonial britannique qui occupe en Afrique d'autres régions, plutôt au sud et à l'est, et puis l'empire britannique, l'empire colonial allemand, qui est de plus courte durée que les autres et qui est dans les pays actuels, Togo, Cameroun, Tanzanie et Namibie. Avec ce qui vous est bien connu, ce partage de l'Afrique par les nations européennes, avec la Belgique qui occupe la place centrale avec le Congo. À partir de ce moment-là, des années 84-85, des objets d'origine africaine arrivent en masse sur les marchés européens, et en particulier par les ports, par Hambourg, par Le Havre, par Nantes. Et ici, je vous montre un catalogue de vente d'une maison de vente d'art africain ou d'objets africains qui se trouvait à Hambourg, qui s'appelait le Museum Umlauf. Donc des catalogues de vente photographiés dans lesquels les musées ensuite pouvaient acheter ces pièces. Ce qui est intéressant, c'est que ce moment, 1884-1885, correspond aussi à un grand moment des musées en Europe. Ici, vous voyez une vision pour l'avenir des musées de Berlin, pour l'île des musées, qui devait être construite dans un espace gigantesque. On voit... c'est un petit peu flou, mais si on pouvait le voir de manière plus précise, vous verriez que sur la partie du bâtiment central était installé l'hôtel de Pergame. Ils voulaient l'avoir à l'intérieur, et en plus, au-dessus, c'est le moment où arrivent aussi les antiquités d'Olympie, les antiquités de Pergame en Allemagne. Ici, une mise en scène aussi prévue pour le musée, pour l'hôtel de Pergame à Berlin, vous le voyez ici. On se croirait dans un très grand décor d'opéra, les personnages sont tout petits, et tout ça devait être peut-être 3 fois plus grand dans la vision des Allemands que l'espace dans lequel nous nous trouvons. C'est un fantasme qui n'a pas été réalisé. En revanche, à la même époque, Berlin crée, loin de l'île des musées que vous voyez encadrée ici, dans un autre quartier, un musée d'ethnologie qui ouvre ses portes en 1886, qui est un très grand bâtiment lui aussi, vide au début et qui va se remplir progressivement au fur et à mesure où l'Allemagne exploite culturellement aussi ses colonies. Et ces collections coloniales, qu'on peut appeler, ou d'origine coloniale, sont aujourd'hui le noyau central de musées qui existent bien sûr aujourd'hui encore, et à Berlin notamment, le musée qui va ouvrir en 2019 dans le Humboldt Forum, dans le château reconstruit des rois de Prusse, qui doit accueillir à partir de 2019 ces collections. Ce qui cause pour les sociétés européennes, pour la jeunesse, beaucoup, pour mes étudiants par exemple à Berlin ou à Paris, qui cause des problèmes. L'idée d'avoir des objets de provenance coloniale dans ces musées-là, qui sont ceux qu'on a aujourd'hui en 2019, pose à beaucoup de sociétés, et particulièrement chez les jeunes, des problèmes. Berlin n'est pas le seul pays touché évidemment, ou la seule ville touchée par ces problématiques. Vous voyez ici l'inauguration du musée de Stuttgart en 1911, qui est aujourd'hui le Lindenmuseum. Vous voyez bien sûr le musée colonial de Tervuren, inauguré pour l'exposition de Bruxelles en 1897 et qui vient de rouvrir en décembre dernier à Bruxelles sous le nom de Africa Museum. Il a changé de nom, mais il a gardé ses décors. Et c'est le cas aussi du musée du Quai Branly à Paris, qui a été ouvert en 1878 dans le palais du Trocadéro, que vous voyez ici, et qui s'appelle maintenant, après plusieurs fusions et plusieurs transformations,
le musée du Quai Branly, Jacques Chirac. Mais l'origine des collections qui sont dans ces musées qui nous paraissent neufs, nouveaux, récents, est une origine souvent de violence. Une origine de violence qui est bien connue depuis longtemps. Je vous montre ici une publication de 1973 qui revient sur l'histoire des collections de Berlin, 100 Jahre Museum für Völkerkunde Berlin, donc 100 ans de l'histoire des collections à Berlin, Abteilung Afrika, donc département d'Afrique. Et là, on voit aux chiffres que tout au début de la période coloniale, le nombre d'objets africains ou de numéros d'inventaire était très faible, à peu près 8000 en 1884, et il arrive à 60 000 en 1920. C'est-à-dire qu'on a vraiment une explosion de ces collections, et c'est bien connu depuis longtemps, c'est bien connu des experts, mais ce n'était pas bien connu du grand public jusqu'à une période récente. Et il se trouve que la confection d'inventaires numériques, leur diffusion, la parole, et aussi, c'est aussi une forme du numérique, les réseaux sociaux, etc., ont fait que depuis quelques années, dans le contexte allemand, ce qui paraissait être un secret un petit peu, c'était connu des experts, mais on ne le savait pas trop, est devenu une connaissance absolument publique. Maintenant, tout le monde le sait, en tout cas en Allemagne. Et je vous montre ici, par exemple, un rapport qui vient d'être rédigé par une collaboratrice du musée de Stuttgart que j'évoquais à l'instant. Elle a fait, alors, avec des outils numériques précisément, des profils des collections du Linden Museum, où on voit que 95% des 25 000 objets sont arrivés dans ce musée entre 1900 et 1920, et qu'il s'agit en particulier des collections venant de Namibie, du Cameroun et de l'archipel Bismarck. C'est-à-dire qu'on a une concordance totale entre la période où les pièces sont arrivées et le lieu d'où elles ont été prises dans les colonies, en quelque sorte. Et ce savoir de plus en plus transparent, qui est diffusé, qui est de plus en plus connu, on peut, grâce aussi à la base de données et à cette transparence numérique du musée du Quai Branly, la constater pour les collections françaises. En France, on a environ 90 000 pièces de l'Afrique au sud du Sahara, dont 68 000 au musée du Quai Branly. Vous voyez ici la statistique pour le musée du Quai Branly, 66 980 objets ou numéros d'inventaire en provenance de l'Afrique au sud du Sahara. Et parmi ces 66 000 objets, ou 67 000, 44 000, 45 000 à peu près sont arrivés entre 1885 et 1960, c'est-à-dire que les 2/3 sont effectivement de provenance, ou en tout cas viennent de l'époque coloniale. Et non seulement ils viennent de l'époque coloniale française, mais ils viennent des colonies françaises. Je vais surligner ici le Cameroun. On voit que pendant la période coloniale, le Cameroun cède, ou en tout cas permet à 7 000 objets à peu près d'arriver à Paris, alors que dans la période qui suit les indépendances, il n'y en a plus que 713 qui arrivent. Donc vous voyez, 7 000 pendant la période coloniale et presque plus rien après. Et on peut faire la chose inverse pour des pays qui n'étaient pas des colonies françaises, comme le Ghana. Dans la période coloniale française, le Ghana apporte seulement, ou en tout cas seulement 376 objets arrivent à Paris, tandis qu'après 1960, après les indépendances, ce sont 1200 objets. Donc la tendance inverse. Tout ça, c'est possible, cette visibilité, grâce aux outils numériques. Alors, est-ce que c'est un bien ou est-ce que ce n'est pas un bien? On pourra en discuter, mais en tout cas, cette visibilité nouvelle et la diffusion de ces informations fait que des films comme ceux de Jackie Chan ou le film nigérien peuvent exister et que tout le monde pense pouvoir avoir un avis sur ces questions. Ce sont devenues des questions populaires, des questions qui appartiennent à tout le monde. Et je pense que quand on est dans les musées, il faut les voir, les entendre et y répondre à ces questions et ne pas les ignorer, puisque tout le travail numérique vise à rendre cette histoire-là visible. En tout cas, elle la rend visible. Ça n'y vise peut-être pas, mais ça la rend visible. Juste un mot sur les gestes de l'appropriation qui alors ne sont pas visibles dans les inventaires. On a du mal avec les inventaires, avec les informations qu'on a actuellement sur ces sites numériques, à répondre à des questions comme, en particulier, comment les œuvres ont été prises, comment concrètement. Mais si on regarde bien ces inventaires, si on les étudie bien, on peut reconstituer en fait la typologie des personnages, des acteurs qui se sont appropriés, qui ont pris ces œuvres, ces pièces. Parfois, il ne s'agit pas... Enfin, en tout cas, le concept d'œuvre est difficile. Parfois, on parle d'objets. Nos collègues africains nous disent « mais ce ne sont pas des objets, ce sont des sujets ». Il faut faire attention avec ce terme. J'utilise le terme neutre de pièces, mais bien sûr, il faudra en discuter. Alors, les 5 grands groupes de personnes qui, pendant la période coloniale, s'approprient ce type d'objets, ce sont des aventuriers, comme ici
Pierre Savorgan de Brazza, que vous avez reconnu, qui se met en scène lui-même là dans un studio photo comme un aventurier, donc dans la première période de conquête coloniale. Ce sont des militaires, vous voyez ici les militaires britanniques qui posent devant le butin qu'ils ont fait à Benin City avec ces très nombreux bronzes précieux et des défenses ornées, des défenses gravées d'éléphants. Donc des aventuriers, des militaires, des missionnaires qui ont soit contribué à la destruction sur place de certains nombres d'objets considérés par eux comme des fétiches, soit donc ils les ont brûlés sur place, soit ils les ont pris et les ont envoyés dans des musées missionnaires, tels qu'il y en a par exemple en France à Lyon, mais il y en a aussi beaucoup en Allemagne, et certains musées missionnaires ont été fusionnés avec les musées d'État. En tout cas, cette source, et le Vatican d'ailleurs, le Vatican a une très belle collection de ce type. Troisième type donc de personnes s'appropriant ces objets. Et puis les scientifiques, je vous montre ici, on ne le voit pas très bien, mais une fiche issue de la fameuse mission Dakar-Djibouti, lorsque pendant 2 ans, des scientifiques français ont traversé toute l'Afrique d'ouest en est, de Dakar à Djibouti. Vous voyez particulièrement ici l'un des membres de la mission en train de démaroufler. Démaroufler, ça veut dire enlever du mur des fresques qui étaient dans une église d'Éthiopie à Gondar, 60 mètres carrés de fresques qui sont aujourd'hui au musée du Quai Branly. Donc, j'allais dire, la bonne nouvelle, c'est que les scientifiques habitués à documenter leurs méthodes et leurs travaux ont aussi parfaitement documenté ce type de méthode-là, c'est-à-dire l'enlèvement sur place de pièces, et que par la numérisation, ce type de fiche est aussi accessible par tous sur Internet aujourd'hui. Et puis, dernier type de collectionneurs ou d'agents qui ont collectionné, les agents coloniaux. Vous voyez ici l'un d'eux qui s'est mis dans une pose particulièrement, croit-il, probablement avantageuse pour lui, mais qui évidemment, au regard de l'histoire, n'est pas avantageuse pour lui. Les archives des musées, du musée du Quai Branly, ont été complètement numérisées et sont aussi accessibles, alors pas tout à fait complètement en ligne. Si vous allez sur la base de données que j'ai montrée tout à l'heure et que vous cliquez sur les objets, vous arrivez jusqu'à des toutes petites vignettes qui montrent qu'il y a des documents d'archives liés à l'objet, mais les vignettes ne s'ouvrent pas. Il faut donc aller consulter ensuite les documents sur place au musée du Quai Branly. Néanmoins, c'est l'indication qu'il y a des documents. C'est mieux que dans beaucoup d'autres musées où on ignore s'il y a une documentation liée aux objets. Je pense que l'avenir, puisqu'on se pose la question de l'avenir du numérique, c'est aussi d'attacher toujours aux objets la documentation et de la rendre accessible aussi, si possible, aux utilisateurs qui sont loin, qui ne peuvent pas se déplacer ou qui ne peuvent pas aller sur place vérifier les archives. Je vous montre ici un document tiré des archives du musée de Stuttgart, qui sont très très clairs sur la provenance des œuvres. Ici, vous voyez écrit en haut « Verzeichnis 1 Kriegsbeute », donc liste, Verzeichnis, et Kriegsbeute, ça veut dire butin de guerre. Beute, c'est le butin, et Krieg, c'est la guerre. Donc là, très clairement, on a affaire à des listes entières dans ce musée de prises de guerre. Vous trouvez le même type de documents à Berlin. Ici, il s'agit des dossiers bleus caractéristiques du musée d'ethnologie de Berlin, et ici vous voyez souligné Kriegsbeute. Donc là encore, on nous explique que c'est des objets pris dans le cas de ce dossier en Tanzanie. Quand on évoque les collections militaires, les prises de guerre, les trophées de guerre sont bien documentés dans les musées, et il n'y a plus qu'un pas à faire numérique pour rendre accès à l'information, pour qu'on puisse vraiment reconstituer ces opérations. Pour ce qui concerne les expéditions dites scientifiques, que mon collègue Éric Joly, qui est anthropologue, appelle des raids scientifiques, qui ressemblent plus à des raids militaires mais scientifiques. Là encore, si on les regarde, on constate, dans l'histoire des collections, qu'ils sont si nombreux et si systématiques qu'en fait, ce n'est pas un raid scientifique de temps en temps, c'est par exemple 10 ou 20 raids scientifiques ou missions scientifiques dans la même région qui rapportent plusieurs centaines d'objets à chaque fois, si bien qu'on arrive par exemple, pour ce qui concerne les collections parisiennes, uniquement dans les années 30, entre 29 et 38, à près de 20 000 objets d'origine de l'Afrique au sud du Sahara qui arrivent dans les collections françaises. Et là aussi, on est extrêmement bien informé de la manière, du comment ces pièces ont été prises. Je vous montre ici une fiche
de travail de Michel Léris, le grand écrivain, le grand surréaliste. Vous savez qu'il était secrétaire de la mission dite de la mission Dakar-Djibouti en 1931. Il était secrétaire, il a tenu un journal de bord et il a renseigné aussi les objets qu'il collectait. On voit ici donc une fiche qui concerne un objet sacré pris dans l'actuel Mali, un kono. Et on a aussi, grâce à lui, une description très précise des méthodes que ces scientifiques ont utilisées lors de la mission Dakar-Djibouti, puisqu'il a publié dès son retour son journal intime, son journal de bord qui s'appelle L'Afrique fantôme et qui lui a valu beaucoup de soucis avec son ex-supérieur hiérarchique, Marcel Griol, qui était le directeur de cette mission, puisque Michel Léris décrit sans aucune censure la manière dont se sont pris ces équipes pour s'approprier des pièces difficiles à obtenir. Donc il décrit cette manière de faire, on va regarder un extrait ensemble, et il est extrêmement mal à l'aise. Donc il le décrit en disant « c'est horrible de faire ça », mais il le fait. Et surtout, il l'a bien documenté. Et comme Marcel Griol a lui-même documenté parfois les mêmes techniques, sauf que lui, il en est très fier. Donc, il dit, par exemple, Michel Léris dit « on utilise des techniques policières, ça me met très mal à l'aise, j'ai envie d'arrêter ». Et de l'autre côté, on a Marcel Griol qui dit « on utilise des techniques policières, j'en suis très fier, ça marche très bien », si vous voulez. Donc, on n'a aucun doute sur les gestes de l'appropriation. Voilà Michel Léris, donc, qui a pris ses distances dans ce livre. Et je voudrais simplement lire avec vous le petit extrait où il décrit comment il s'est approprié le kono, ici, qu'on voyait sur l'affiche précédente. Donc c'est un extrait de l'Afrique fantôme, extrait du 6 septembre 1931. On nous raconte maintenant encore une autre histoire. Le chef du kono a dit que nous devions choisir nous-mêmes notre sacrificateur. Mais naturellement, lorsque nous voulons faire ce choix, tout le monde se récuse. Nous demandons à nos propres boys s'ils ne peuvent pas faire eux-mêmes le sacrifice. Ils se récusent aussi, visiblement affolés. Griol décrète alors et fait dire au chef de village par Mamadou Wade que, puisqu'on se moque décidément de nous, il faut, en représailles, nous livrer le kono en échange de 10 francs, sous peine que la police, soi-disant cachée dans le camion, prenne le chef et les notables du village pour les conduire à Sannes, où ils s'expliqueront devant l'administration. Affreux chantage. En même temps, Griol envoie Luten, c'est l'un des membres de l'expédition, aux voitures pour préparer le départ et nous renvoyer immédiatement Macan avec une grande toile d'emballage pour envelopper le kono, que ni les femmes ni les incirconcis ne doivent voir sous peine de mourir. Et 2 imperméables, l'un pour Griol, l'autre pour moi, car il commence à pleuvoir. Devant la maison du kono, nous attendons. Le chef de village est écrasé. Le chef du kono a déclaré que, dans de telles conditions, nous pourrions emporter le fétiche. Mais quelques hommes restés avec nous ont l'air à tel point horrifiés que la vapeur du sacrilège commence à nous monter réellement à la tête et que d'un bond, nous nous trouvons jetés sur un plan de beaucoup supérieur à nous-mêmes. D'un geste théâtral, j'ai rendu le poulet au chef et maintenant, comme Macan vient de revenir avec sa bâche, Griol et moi demandons que les hommes aillent chercher le kono. Tout le monde refusant, nous y allons nous-mêmes, emballons l'objet sain dans la bâche et sortons comme des voleurs, cependant que le chef affolé s'enfuit et à quelque distance fait rentrer dans une case sa femme et ses enfants en les frappant à grands coups de bâton. Nous traversons le village devenu complètement désert et dans un silence de mort, nous arrivons au véhicule. Les 10 francs sont donnés au chef et nous partons en grande hâte au milieu de l'ébahissement général et parés d'une auréole de démons ou de salauds particulièrement puissants et osés. À peine arrivés à l'étape, nous déballons notre butin. C'est un énorme masque à forme vaguement animale, malheureusement détérioré, mais entièrement recouvert d'une croûte de sang coagulé qui lui confère la majesté que le sang confère à toute chose. Voilà un kono du musée du Quai Branly. Donc là, on a la description violente, et violente au point de vue symbolique aussi, pas seulement par l'arrachement, mais parce qu'un lieu sacré, un objet que personne ne doit voir, que personne ne doit approcher, sauf les initiés, est arraché ici par la force. Et des exemples comme ça, on en a un très grand nombre dans ce texte. On a aussi
dans ce texte et dans toute la documentation qui est liée à la mission Dakar-Djibouti, l'énonciation de sommes d'argent qui ont été données pour prendre les pièces. Et souvent, peut-être que vous aurez entendu dans les discussions qu'on dit oui, mais ça n'a pas été vraiment volé, en fait, ça a été acheté. Alors là aussi, grâce au numérique, depuis quelques années, on peut reconstituer, par exemple, le prix de pièces de ce type sur le marché de l'art européen à l'époque où ils ont été prises. Je vous montre juste un exemple. Ici, il s'agit d'un masque zoomorphe tiré de la région de Ségou, dans l'actuel Mali, qui a été emporté lors de la mission Dakar-Djibouti. Et on sait, par les fiches qui sont accessibles online, que la mission a payé 7 francs pour ce masque qui est aujourd'hui exposé dans les collections du Quai Branly. Donc, qui est un masque très, très prestigieux, très précieux. 7 francs, c'est l'équivalent de 12 E à Paris en 1931. Et grâce aux travaux tout récents que vient de faire une doctorante qui s'appelle Léa Saint-Raymond, elle a numérisé tous les catalogues de vente de l'année 1931 et 1932 et d'autres, mais notamment 31 et 32, toutes les ventes aux enchères qui ont eu lieu à l'hôtel Drouot à Paris, et notamment ce qui concerne les sculptures d'Afrique. Et elle a regardé, donc en les scannant, qu'est-ce qui avait été vendu sur le marché parisien, à quel prix et comment. Pour faire ça, elle a travaillé avec les dossiers des commissaires-priseurs, et vous voyez des listes entières de pièces avec leur prix d'adjudication. Et grâce donc à un énorme tableau Excel et à des travaux statistiques, elle arrive à la conclusion qu'à l'époque où la mission Dakar-Djibouti paye 7 francs pour un masque dans la région de Ségou, le prix moyen d'un masque pour un masque moyen à Paris, c'est 200 francs. Et pour les meilleurs masques, on payait à l'époque 2000 francs. Donc là, on peut dire que ces pièces ont été achetées, bien sûr, mais le décalage de prix montre qu'elles ont été achetées à un mauvais prix, en quelque sorte. Et tout ça n'est possible, ce genre de conclusions ne sont possibles désormais que grâce, c'est elle, Léa Saint-Raymond, qui a fait ce travail de titan. Je crois qu'elle a plus de 200 000 objets et pris dans sa base de données. Alors la question, c'est « et maintenant ?» Et maintenant, comme vous le disiez tout à l'heure, l'évolution du numérique, l'évolution de la transparence de plus en plus grande des collections ne pourra pas être... on ne pourra pas revenir en arrière. C'est-à-dire que cette transparence va être de plus en plus grande et qu'elle va susciter, à juste titre parfois, et pour ce qui concerne l'Afrique au sud du Sahara, qui a été tant privée de son propre patrimoine, on est nombreux à considérer que, en effet, il faut rééquilibrer la géographie, que ce n'est pas possible de continuer dans ce déséquilibre. En tout cas, il y a plusieurs options qui s'ouvrent, et je pense qu'il est extrêmement important que les musées, les institutions de patrimoine soient actives dans la discussion et ne bloquent pas des quatre fers, parce que l'évolution est lancée. Donc elle a été lancée, je disais tout à l'heure que l'absence de son patrimoine dans l'Afrique au sud du Sahara est quelque chose qu'on peut ressentir physiquement. C'est pas la chance en fait. Je ne sais pas exactement comment décrire cette situation, mais je me suis trouvée avec Felwine Sarr dans la situation d'être un jeudi soir, pendant notre mission au palais d'Abomey, au nord de Cotonou, au Bénin, ce palais sublime, mais absolument vide, et donc on a éprouvé l'absence du patrimoine. Et dès le lendemain matin, on avait un rendez-vous au musée du Quai Branly, où on était auprès des pièces qui ne sont plus à Abomey, mais qui sont maintenant à Paris. Et quand vous faites l'épreuve pratiquement physique, en quelque sorte, de la présence et de l'absence, ou plutôt de l'absence et de la présence des œuvres, pratiquement le même jour, parce qu'en général, cette épreuve, on ne peut jamais la faire en même temps. Soit on est là où sont les œuvres, soit on n'y est pas. Mais en tout cas, faire cette expérience presque en même temps, ça a conduit, dans mon cas en tout cas, qui n'avait pas beaucoup d'avis avant de commencer la mission sur les restitutions, à me faire comprendre ce que ça voulait dire d'être privé de son patrimoine dans un endroit, et peut-être quelque chose comme l'absurdité que ce patrimoine soit ailleurs, décontextualisé. En tout cas, voilà. Donc quand je disais tout à l'heure, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Un des positionnements politiques actuels, c'est de dire, comme l'a fait Emmanuel Macron, que j'évoquais tout à l'heure, mais comme le font aussi en ce moment les parlementaires allemands. Vous voyez ici une scène prise il y a quelques mois, au mois de novembre dernier, au Bundestag à Berlin, une scène où des experts avaient été invités pour discuter de ces questions. Donc une des réponses à ce « et maintenant », c'est « on rend, on restitue ». Et c'est une des réponses politiques, en tout cas. Elle a été lancée en France, ça c'est la même salle vue de l'autre côté. Elle a été lancée en France,
mais c'est surtout en Allemagne en ce moment que les choses bougent le plus. Quelques semaines après la remise du rapport à Emmanuel Macron, la ministre de la Culture allemande, Monika Grütters, a annoncé que non seulement il fallait restituer, mais en plus il ne fallait pas attendre qu'on demande, il fallait être proactif. Je vais vous montrer son texte dans un instant. Ici, juste après ça, 80 universitaires allemands dirigés par Rebecca Habermas, qui est la fille du philosophe Habermas, a considéré qu'il fallait non seulement rendre, mais qu'il fallait faire encore plus, Rückgabe und mehr. Donc en Allemagne, en tout cas, il y a un appui, il y a un très grand mouvement d'opinion et d'intellectuels et politiques. Enfin, en fait, il y a un accord total, un consensus total sur le fait que pour ce qui concerne l'Afrique, il va falloir rendre, mais faire autre chose. Et cette autre chose, c'est un des moments où peut arriver l'événement numérique. Et je pense que ce qui est... Pardon, je vous ai mis en grand la liste des signataires de cet appel de Rebecca Habermas. Ici, vous voyez beaucoup de professeurs docteurs. Et ça, c'est le texte de la ministre de la Culture Grütters qui s'intitulait, la voilà, Eine Lücke in unserem Gedächtnis, c'est-à-dire un trou dans notre mémoire, où elle dit nous-mêmes, les colonisateurs, en tout cas les Allemands, nous avons oublié que nous avons fait ça, il y a un trou dans notre mémoire, et en restituant, ou en tout cas en parlant de restitution, on va réparer la relation d'une certaine manière. Et je pense que c'est ici, son homologue du ministère des Affaires étrangères, Michel Müntefering, a co-signé ce papier que vous voyez ici en grand. Et donc, à chaque fois, il cite en bas l'initiative d'Emmanuel Macron et notre rapport. Et quelques semaines plus tard, Monika Grütters disait qu'il fallait être encore plus offensif dans la restitution. Ce que je veux dire ici, c'est que ces restitutions, sûrement ne suffisent pas, et il ne faudrait surtout pas que si restitution il y a, ce soit fait pour oublier ce qui s'est passé entre nous. Rendre, oui, absolument, mais un des efforts que doivent faire les pays qui ont eu ces œuvres ou qui se les sont appropriées, c'est de re-raconter l'histoire de la manière dont ça s'est passé, pour créer un lien pour les générations futures, pour qu'on sache ce qu'on s'est fait les uns aux autres, ou plutôt ce qu'on fait les uns aux autres, et qu'on puisse continuer à vivre avec ça, à vivre avec quelque chose qui est un traumatisme, y compris sur plusieurs générations. Et je pense là que le numérique peut avoir un grand rôle, au sens où on peut restituer la mémoire des objets et non pas s'en séparer. Et puis voilà, plus personne ne l'a sous les yeux, et on peut imaginer, donc par le biais du numérique, que ces pièces qui seraient restituées ou qui seront restituées restent dans la sphère d'Internet, liées aux histoires qui les ont menées à tel ou tel endroit. Et je vous remontre 2 secondes cette base du musée du Quai Branly, ici, où vous voyez où on peut donc très facilement accéder aux informations. Je pense qu'on a fini par cliquer sur le Sénégal pour faire plaisir à Felwine Sarr. Clique. Sénégal. Allez. Voilà. Et quand on clique, on a toutes les régions d'origine avec le nombre d'objets. Et quand on clique sur une région d'origine, ici, voilà, on a ensuite la liste des objets. Et l'idéal serait, dans une étape d'après, pour d'autres musées, que quand on clique sur l'objet, on ait toutes les informations, tous les types d'informations que je viens de vous montrer, qui racontent ces histoires. Raconter ces histoires, non pas pour se flageller, pour dire nos arrière-grands-parents ont fait mal à vos arrière-grands-parents, mais raconter tout ça pour construire un avenir commun qui soit un avenir meilleur. Vous évoquiez tous tout à l'heure l'idée que le numérique, c'est pour un avenir meilleur, et je pense qu'ici, il peut intervenir. Et je voudrais terminer juste en vous rappelant, mais peut-être que certains d'entre vous le savent, pour moi c'était une énorme surprise d'historienne et dans les archives, de constater que toute la discussion que nous sommes en train de mener aujourd'hui est une discussion qui a déjà été menée à la fin des années 70 et au début des années 80. Et je vous montre un petit extrait d'un journal télévisé sur TF1 en 1978. J'avais 6 ans, en juin 1978. À ce moment-là, Amadou Makhtar Mbow était directeur de l'UNESCO et avait lancé un grand appel très émouvant pour la restitution à ceux qui l'ont créé de leur patrimoine. Et à l'époque, il n'y avait que 2 chaînes de télévision, ou peut-être 3. Comment s'appelait-elle ? France 3, TF3, Antenne 3. Bon. Venait juste d'être créé. Donc ça veut dire que là, en fait, ce soir-là, au journal de 20h, tout le monde regarde le journal, et il y a un long reportage sur l'intervention de Mbow et sur l'avenir du patrimoine africain. Je vous laisse écouter 2 secondes. Donc au début, Roger Giquel, vous vous souvenez de Roger Giquel, la star de mon enfance.
fait référence au texte de Mbo. Mais quelle distance, quel fossé entre cette information que je viens de vous donner et l'appel du directeur général de l'UNESCO, M. Mbo, pour que reviennent dans leur pays d'origine les œuvres d'art qu'ils ont perdues dans des circonstances de l'histoire qu'il vaut mieux ne pas trop décrire. Dans l'esprit de l'UNESCO, cela s'inscrit dans une politique d'ensemble qui ne concerne que certains cas, tant en Afrique qu'en Amérique et en Asie et même en Europe. Mais d'une manière générale, les commentateurs de presse se sont montrés surpris et certains ont même ironisé à ce propos. Retour des œuvres d'art. L'un d'eux, célèbre, a même suggéré si on doit rendre l'obélisque de la place de la Concorde à Paris, il faudra qu'on nous restitue aussi le canal de Suez. Vous voyez jusqu'où ça va. Ce qui me frappe dans cette introduction, c'est le moment où Roger Gicquel dit qu'il s'agit de restituer des œuvres arrivées dans des circonstances de l'histoire sur lesquelles il ne vaut mieux pas trop revenir. Et ce qui a changé entre 1978 et maintenant, c'est que par le numérique, par Internet, par le film, par Hollywood, par Nollywood, etc., si on ne les décrit pas soi-même ou si on n'ouvre pas ses archives, c'est les autres qui les décrivent pour vous, en quelque sorte. En tout cas, on ne peut plus dire on ne va pas trop les décrire. Maintenant, il faut les décrire et il faut faire face sans doute à ce passé. Et juste dernière slide. Mais quelle distance, quelle faute. En 1978, Roger Gicquel, après ce long reportage, à la fin de son journal, avait la conclusion. Il savait ce qu'il fallait faire. Et quand un homme public comme lui parle devant des millions de téléspectateurs comme il le fait, on peut imaginer qu'il y avait une sorte de consensus public sur cette question. Vous allez voir qu'aujourd'hui, 40 ans après, et c'est pour ça que j'ai intitulé cet exposé « Retour vers le futur » en quelque sorte, aujourd'hui, 40 ans après, on n'en est pas encore revenu au stade où on en était à la fin des années 70. Je vous montre la fin du journal. Si on veut préserver les identités culturelles, eh bien, il faut préserver ce patrimoine artistique et donc, quelquefois, le restituer. Il faut bien se plier à ça. Bonne soirée à tous, au nom de toute l'équipe du TF1. Dernier journal, Jacques Poux, 23h30. Merci. Dr Elfei aimerait offrir un souvenir à Madame Bénédicte et Monsieur Thierry Verdel. Je vous invite à suivre un film documentaire intitulé Les Portraits du Fayoum. بورتريهات الفيوم اترسمت على ألواح خشبية عبارة عن رسم لوجه المتوفى، وكانت بتتحط على المومياء فوق الوجه، وده علشان الروح تتعرف على جسد صاحبها. انتشر التقليد ده في العصر الروماني اللي ابتدى سنة 30 قبل الميلاد بدخول الرومان مصر بعد هزيمة كليوباترا، وأصبح سكان مصر في الفترة دي عبارة عن مصريين وجاليات أجنبية من أصول إغريقية ورومانية. وكان في اختلاف بين المصريين والرومان خصوصا في دفن الموتى، فالرومان كانوا بيحرقوا موتاهم وبيحفظوا الرماد في أواني فخارية، بس بعد كده قلدوا المصريين وحنطوا أجساد موتاهم، واقتنعوا بفكرة المصريين اللي بتعتبر الموت مرحلة من رحلة للوصول للأبدية. والتحنيط كان بيحافظ على الجسد، وبسبب إن الوجوه بتبقى متغطية اعتقدوا إن فيه صعوبة للروح بإنها تتعرف على صاحبها، فأضافوا رسم لوجه المتوفى في شكله المثالي على خشب التابوت الخارجي. واتطورت الفكرة في العصر الروماني إلى بورتريهات فيها واقعية في تصوير ملامح المتوفى، واتصنفت البورتريهات دي كأول فن تصويري واقعي للوجه. وصلة البورتريهات دي بالفيوم
هو اكتشافها في منطقة الفيوم، واللي عاش فيها مجموعة كبيرة من الناس من أصول رومانية. وأول من اكتشفها كان بعض الفلاحين في سنة 1887، وبعدها اكتشف العالم ويليام بيتري مجموعة كبيرة من البورتريهات. وبورتريهات الفيوم كانت بتعتمد على طريقتين للرسم. الأولى هي الرسم على الخشب بألوان وصبغات مخلوطة بالغرة. النوع الثاني بصبغات مخلوطة بالشمع السخن. والنهاردة فيه أكتر من 1000 وجه من بورتريهات الفيوم، وكلها خليط من ملامح أجناس مختلفة عايشة في مصر. فمثلا الأنف روماني أو يوناني، والشعر إفريقي، العيون لوزية قبطية. وبالرغم من اختلاف الملامح، لكن العامل المشترك بينهم هو الحزن المرسوم في عيونهم على فراق حياة حبوها، لكن نفس النظرة فيها أمل البعث والخلود. Et maintenant, nous arrivons à la clôture de notre soirée. Je tiens à remercier Madame Bénédicte Savoie pour son intervention fructueuse. Je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Et merci.